Voilà, je suis un peu triste parce que j'aurais tellement aimé qu'il soit à côté de moi aujourd'hui. Il est malheureusement dans son lit avec une fièvre très copieuse. Il est assez malade, mais il a tenu à être avec nous aujourd'hui. Est-ce que Rémi Brague m'entend? Il vous entend tout à fait. Bonjour maître. Merci. Merci. Bonjour François. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir l'être en viande, comme on dit. Enfin bon, ça va mieux. Hein, c'est déjà un beau cadeau. C'est déjà un beau cadeau. Bon, je vous en prie. Vous êtes l'un des plus grands philosophes français vivants. Vous êtes président de l'Académie des sciences morales et politiques. Et, pour cette année seulement, Dieu merci. Bon. Et alors, quand je vous ai d'abord écrit ou téléphoné, vous m'avez dit, mais qu'est-ce que je peux dire, moi, sur l'économie? Je ne sais rien sur l'économie. Il y a des gens tellement plus compétents que moi. C'est un domaine que je ne maîtrise pas. Et avec ça reste vrai. L'immense humilité d'un grand intellectuel, tout de suite, vous m'avez dit voilà, que c'est bien compliqué. Et je vous ai dit, c'est justement pour ça que j'aimerais que vous parliez, parce que votre regard de philosophe va nous éclairer. Je demande à Étienne Pépin de nous rejoindre. Étienne est journaliste à RCF. Bonjour Étienne. Je pense que ton micro marche. Bonjour à tous. Et bonjour, bonjour Rémi Brague. Oui, bonjour Étienne. Je vais vous laisser converser tous les deux et merci encore Rémi pour votre temps malgré tout. C'est moi que ça honore. Eh bien maintenant, c'est un pas de côté que nous allons vivre au cœur de ces entretiens de Valpré, avec un regard philosophique. On va poser un regard philosophique sur le thème qui anime les débats depuis le début de la journée, l'économie souhaitable, à éclairer peut-être avec ce qu'on peut souhaiter de l'humanité pour la conduire. Pour en parler, nous accueillons donc à distance Rémi Brague. On ne le présente plus, mais on va quand même en dire deux mots. Spécialiste de la philosophie médiévale arabe et juive et connaisseur de la philosophie grecque. Il est membre de l'Institut de France, président de l'Académie des sciences morales et politiques. Connu de vous aussi pour ses essais sur la religion chrétienne. On aurait 1000 titres à lui attribuer, des dizaines d'ouvrages, mais peut-être pour n'en citer qu'un qui peut alimenter vos réflexions. Après l'humanisme, l'image chrétienne de l'homme, paru cette année aux éditions Salvator, il y décrit l'humanisme chrétien comme une relation à Dieu et au prochain. De Rémi Brague, on va avoir une demi-heure pour parcourir évidemment des sujets très vastes. Première question, est-ce que l'état du monde, l'état actuel du monde nous impose de redéfinir l'homme? C'est une question amusante. Parce qu'on a l'impression qu'on part de la nécessité de s'adapter. Ce que l'on nous chante un petit peu sous tous les tons depuis quelque temps. Il faut s'adapter, ça devient une sorte de mantra, ou en tout cas de commandement auquel il est impossible, ou en tout cas auquel il serait très désagréable de se soustraire. Alors c'est intéressant parce qu'il fut un temps, pas très lointain, bon, pour l'historien des idées que je suis un petit peu, ça ne fait que quelques siècles, donc c'était hier, on nous a dit c'est plutôt au monde de s'adapter. Nous autres, les hommes, nous allons nous retrousser les manches et nous allons transformer tout cela. Tout ce qui ne nous convient pas, eh bien, on va le soumettre et jusqu'à un certain point, nous y sommes très largement parvenus. Quand on voit que ce projet de domination du monde date du début du XVIIe siècle, avec des gens comme Francis Bacon, et puis avec notre Descartes qui l'a un petit peu pompé, je crois qu'on peut dire, sur ce point, en tout cas, eh bien, quand on mesure les pas en avant, les pas gigantesques qui ont été effectués, on peut dire que ça a pas mal réussi. Alors, ce qui est amusant, c'est que maintenant, on nous dit oui, bien sûr, mais enfin, il faudrait quand même appliquer cela à l'homme. Il faudrait que, on passe du contrôle de la nature au contrôle de la nature humaine. Excusez ce gros mot, c'est une expression qui est à très mauvaise presse chez mes collègues en ce moment. En tout cas, donc, il faut changer l'homme ou changer l'humanité, changer l'être humain, comme on voudra dire. Alors, pour le changer, oui, allez-y. Oui, la question que je me pose, c'est en vous écoutant, c'est finalement l'homme tout-puissant, l'homme maître de tout, finalement est nécessairement voué à l'échec, c'est ce que vous dites?
Oh non, là, vous allez un petit peu vite. Non, moi, je pensais simplement à parler de ce que c'est que définir l'homme, redéfinir l'homme. Bon, ça veut dire qu'il faut le définir à nouveau. Ce que je n'aime pas dans le mot définir, c'est qu'il implique l'idée d'une limite. Bon, ici, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de latin pour comprendre que définire, ça veut dire décrire une finis, une fin, une limite, tracer des lignes en deçà de laquelle on aura ce que l'on veut, au-delà de laquelle, en revanche, on sortira des limites de l'épure. Alors ça me semble particulièrement dangereux. Je n'hésite pas à le dire, c'est dangereux de vouloir définir l'homme. Pourquoi est-ce que c'est dangereux de définir l'homme? Ça crée différentes catégories d'hommes? J'étais sur le point de vous l'expliquer. Ben oui, parce que ça veut dire... Alors déjà, qui va procéder à cette définition? À ma connaissance, ce seront des êtres humains, nécessairement, mon cher Watson. Bon. Alors, ils vont dire, jusqu'à un certain point, c'est humain, et puis lorsque l'on dépasse cette barrière, ça ne sera plus humain, ou ça ne sera pas encore, ou ça aura cessé de l'être, ou ça ne le sera pas totalement, etc. Et on va aboutir effectivement à ce que vous pressentiez tout à l'heure, tout de suite, à savoir que l'on va introduire des niveaux. Dans l'humanité, on va être plus ou moins humain. Et avec ce qui est moins humain, ce qui sera plus humain pourra se permettre toutes sortes de choses pas toujours agréables pour ceux qui seront en dessous. On voit apparaître effectivement des tentation de dire, à partir d'un certain moment, à partir d'une certaine limite, votre ticket n'est plus valable et on va pouvoir faire de vous ce que vous voulez. Or, c'est exactement ce que le christianisme, dès le début, a refusé de faire. Je pense à la célèbre phrase de l'Épître aux Galates, que tout le monde connaît, il n'y a plus ni grec ni juif, il n'y a plus, ni païen ni juif si vous préférez, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni maître ni esclave, etc. Je veux dire que, historiquement parlant, le christianisme n'a pas changé la morale, contrairement à ce que dit M. Homais. Il n'a pas introduit dans le monde une morale. Il a gardé les commandements de la plus grande banalité possible, disons les 10 commandements, dont on trouve d'ailleurs des équivalents un petit peu partout dans le monde. On trouve ça chez Confucius, on trouve ça dans la Grèce ancienne, un petit peu partout. Simplement, il leur a donné des objets plus larges. Il a élargi notre vision de l'humain. Il a fait par exemple que là où dans l'Antiquité on disait selon un vers d'Homère constamment répété que lorsqu'un homme tombait en captivité, il perdait la moitié de son esprit, il a vu là-dedans de l'humain. Il a dit les esclaves, oui, eux aussi, ce sont des hommes, pas moins, pas plus non plus, mais pas moins que les hommes libres. Lorsque un génie de la pensée, comme Aristote, pas un imbécile, mais vraiment un grand génie, disait, suivant d'ailleurs le préjugé commun de son époque, que la femme, c'était du sperme insuffisamment cuit, alors que le mâle était arrivé au bout de la cuisson, le christianisme a dit non, les femmes sont aussi humaines que les hommes. Lorsque on voyait dans l'enfant une sorte de monstre pas encore tout à fait réussi, et donc que l'on pouvait éventuellement exposé, c'est-à-dire en fait abandonné à la bonne volonté de qui voudrait l'adopter ou à l'appétit des bêtes qui voudraient le dévorer, le christianisme a dit non, l'enfant c'est un homme comme les autres, même d'ailleurs le fœtus, même l'embryon. Voilà. Donc il a élargi notre vision. Donc le christianisme se définit par une volonté de ne surtout pas
définir ce qui est humain. Alors, si on ne définit pas ce qui... redéfinir l'humain, oui, pardon. Si on ne définit pas et si on entend qu'il y a des dangers à redéfinir ce qu'est l'homme, est-ce qu'au moins on peut essayer de repenser le rôle que doit avoir l'homme aujourd'hui dans le contexte de crise majeure que l'on traverse, crise sanitaire, crise économique, crise énergétique, crise écologique aussi, est-ce que l'homme qui était jusqu'à présent dominateur doit redevenir ou en tout cas retrouver cette définition de co-créateur ? Écoutez, alors là, ça me semble un souci tout à fait légitime, je dirais peut-être même un devoir, hein, si ce n'est une nécessité physique, c'est peut-être un devoir moral de faire ça. Si vous voulez une formule, je me permettrai de dire qu'il s'agit de remettre l'homme à sa place. Un petit peu aussi au sens où on dit « Ah, celui-là, je l'ai bien remis à sa place ». C'est-à-dire, je lui ai fait comprendre qu'il n'était pas aussi malin qu'il pensait, il n'était pas la meilleure chose depuis le pain en tranche, qu'il n'était qu'un petit bonhomme sans grande importance. Je crois que ça, c'est important de nous remettre à notre place, et trouver notre juste place. C'est-à-dire, sur la terre, sous le ciel, éventuellement inférieur à des créatures qui seraient au-dessus de nous. C'est amusant de voir comment le monde moderne, ça s'est passé en gros au XIXe siècle, on en a quelques traces, chez Tocqueville par exemple, a perdu la conscience des anges. Bon, les anges, ça apparaît comme ça à première vue du folklore, et je comprends très bien qu'on puisse ricaner quand on y pense, mais leur existence possible, probable, je ne sais pas trop si c'est de foi de croire aux anges, on parle du monde invisible, ça les inclut peut-être. Bon, je ne demande pas que l'on se mette à croire aux anges, mais je demande que l'on se dise, tiens, est-ce que nous sommes vraiment tout à fait au-dessus, tout à fait la cerise sur le gâteau de la création? Ou est-ce que nous aurions peut-être des devoirs, une tâche, quelque chose à faire pour mener justement la création à une perfection pour laquelle nous pouvons travailler, vers laquelle nous pouvons tendre, mais que nous ne sommes pas déjà. C'est en ce sens que vous avez eu tout à fait raison de rappeler cette notion tout à fait traditionnelle de co-création. Nous sommes là pour accoucher, si je puis dire, la création de possibilités dont elles ne sont pas encore, qui ne sont pas encore pleinement réalisées. Oui. Il est 16h15, je rappelle à notre auditoire qui est très attentif à ce que vous dites, Rémi Brague, que vous pouvez participer en posant vos questions au 07 67 67 29 56 et aussi avec le hashtag EDV 2022. On continue, Rémi Brague, vous avez tout un parterre de chefs d'entreprise, de spécialistes d'économie qui vous écoutent. Ce qu'on vient de dire, à quelle répercussion, peut avoir quelle répercussion sur notre vision de l'économie? Est-ce que ça doit nous interroger sur des grands termes qu'on emploie ces dernières années, la question de la sobriété, la décroissance et même peut-être la gratuité? Est-ce que ce qu'on dit là peut avoir cette définition dans l'économie selon vous? Directement, certainement pas. Je pense qu'aucune conception de l'homme ne changera, ne donnera aux courbes une inflexion nouvelle. En revanche, le simple fait que l'on se considère d'une certaine manière, que l'on pense que l'on a un rôle à jouer, que l'on est responsable, pas seulement envers ses actionnaires, mais envers l'ensemble de l'humanité, peut-être envers l'ensemble de la création, envers la Terre déjà, etc. Ça peut peut-être nous aider à aider des gens qui ont des compétences dont je suis parfaitement innocent
mieux faire leur métier. Alors, ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que nous devons peut-être essayer d'acquérir certaines vertus. Alors, le mot, là aussi, fait aussi rire que certains, la simple évocation des anges ne suffisait à le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que la vertu, le fait de posséder une vertu, dites plutôt une compétence. Je crois que ça, en première approche, ça serait peut-être moins trompeur que ce mot tellement démonétisé qui est devenu la vertu. Eh bien, ça nous permet de voir les choses d'une certaine façon. Alors, ça ne nous donnera pas des solutions directes, ça ne nous demandera pas s'il faut décroître, continuer à croître, croître plus lentement, s'il faut de la sobriété ou de la gratuité. Parce que, ne serait-ce que parce que ces réalités-là, la sobriété, la gratuité, d'une certaine manière, nous savons déjà que nous avons à essayer de les appliquer. Dans notre vie individuelle, nous savons qu'il vaut mieux ne pas que boire un petit coup, c'est agréable, mais qu'il ne faut pas rouler sous la table. Bon, c'est de la sobriété toute bête. Nous savons qu'il y a des domaines dans lesquels la gratuité s'exerce, par exemple à l'intérieur de la famille. Ou alors, si elle ne s'exerce pas à l'intérieur de la famille, on est dans du Balzac, ou sans parler de Zola. Bon, ce sont là des choses qui devraient être évidentes. Et acquérir ce que j'ai appelé vertu ou compétence, si vous préférez, ça veut dire acquérir le regard qui permet de voir dans quel cas, dans quelles conditions et jusqu'à quelle mesure ces qualités que nous connaissons déjà, qui sont la sobriété et la gratuité, peuvent s'appliquer. En d'autres termes, c'est ce que les anciens appelaient bêtement la prudence. Alors, pas seulement la prudence, bien entendu, la prudence banale qui consiste à regarder devant soi avant de traverser la rue, mais la prudence qui consiste à choisir les bonnes fins et à choisir les bons moyens en vue de cette fin. Alors là, ce sont des choses qui ne s'apprennent que sur le tas. On ne peut pas, même en lisant les meilleurs livres, on ne peut pas y arriver d'une manière purement théorique. Il faut la pratique, il faut avoir mangé avec son ami je ne sais pas combien de setiers de sel pour qu'il soit vraiment votre ami. Il faut s'exercer longtemps à l'établi ou à l'ordinateur, c'est un petit peu plus moderne, pour arriver à faire quelque chose de vraiment bien. Mais là, le philosophe, que j'essaie d'être aussi un petit peu, doit reconnaître ses limites. Rien de théorique ne pourra vous donner, je ne sais pas, la sobriété en 30 jours ou la gratuité sans peine. Rémi Brague, on a une question. Quid de ceux qui voient ou voudraient voir l'homme au-dessous de la création? Est-ce que vous avez une réponse à cela? En somme, comme si nous étions inférieurs à cette création. Je ne sais pas comment vous comprenez cette question. Je ne sais pas si je la comprends vraiment. Au-dessous, en quoi En fait, peut-être que si on devait traduire Rémi Brague, peut-être qu'une question qui peut se poser, c'est quelle est peut-être la relation, quelle est la juste relation de l'homme au reste de la création. Certains voudraient que justement on soit dans une telle décroissance qu'on repositionne l'homme au même titre que les autres créations autour de lui. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme ça dans cette question. Écoutez, alors effectivement, je ne sonde pas les reins et les cœurs de la personne qui a posé la question. Je suppose que aucun néphrologue ou cardiologue n'y trouverait à redire. Mais je ne peux m'empêcher de voir l'écho, si vous voulez, d'une tentation
qui est assez ancienne d'ailleurs et qui consiste à vouloir à tout prix montrer que l'homme finalement n'est pas grand-chose, ce qui est une tentation, je crois, proprement satanique, même si évidemment on ne s'en rend pas compte. Ce que je veux dire, c'est que on entend assez souvent dire, bon, finalement, l'homme, c'est un singe qui a eu de la chance, c'est finalement son corps n'est fait que de 80% d'eau, etc. Est-ce que Son ce serait, ADN. Rémi Braque, Allô, oui. est-ce que ce serait une tentation mortifère de la part de l'homme que de laisser tomber finalement sa responsabilité de co-créateur sur la Terre? Alors justement, se voir comme inférieur à la création, bon, ça peut avoir une quantité de sens, de même que se voir supérieur à la création peut avoir aussi une interprétation tout à fait saine et une interprétation tout à fait maladive, si je puis dire. Parce que être au-dessus, vous êtes au-dessus comme quoi? Est-ce que vous êtes au-dessus comme le garde-chiourme qui a le fouet et qui incite les rameurs à tirer un petit peu plus vite? Ou est-ce que vous êtes au-dessus comme, je ne sais pas, l'infirmière qui se penche sur le lit du malade? Est-ce que vous êtes au-dessus comme l'instituteur qui est penché sur le pupitre de l'élève et qui l'aide à former ses lettres? Bon. Alors, vous voyez, renoncer à être au-dessus, si ça veut dire renoncer à être le patron et à vouloir que tout se plie sous sa volonté, bon, ça c'est plutôt bien. Mais renoncer justement à exercer sa responsabilité de co-créateur, comme vous l'avez très bien dit, là ça me semblerait vraiment, de la désertion. Abandonner son poste, car enfin, lorsque l'on dit stupidement, qu'est-ce que la Terre serait plus belle sans l'homme, on peut se demander pour qui serait-elle plus belle? Enfin, aux yeux de qui apparaîtrait-elle comme plus belle? Bon, certainement pas aux yeux d'espèces animales qui, semble-t-il, n'ont un sens esthétique qu'assez restreint, pour ne pas dire nul. Alors, renoncer à cette fonction, renoncer à un rôle, moi je trouve que c'est pas bien, quoi. Bon, alors c'est une vocation très, très ambitieuse en tout cas, et dans le contexte actuel, vraiment très... peut-être qui peut faire manifestement paniquer certains. Juste la question, peut-être pour continuer et conclure, il nous reste 5 minutes. Quelle espérance dans cette période-là, qui est une période de transition, de nécessaire remise en question de l'homme? Où est-ce que vous voyez, vous l'espérance? Comment garder la joie alors que finalement, dans la société dans laquelle on vit, dans nos journaux, et je sais de quoi je parle, il est quasiment systématiquement une question de crise. Où est-ce qu'est votre espérance et peut-être même votre joie? Alors d'une part, il est tout à fait normal que les journaux ne parlent que de crise. Lorsqu'un train arrive à l'heure, c'est pas une nouvelle. Enfin, on n'imprime pas ça dans les journaux. On n'imprime que ce qui marche mal. On ne parle que des catastrophes. Nécessairement, c'est le fonds de commerce. Vous m'excuserez, c'est le fonds de commerce des journalistes. Bon. En revanche, moi, ce qui me console, enfin, si j'avais besoin d'être consolé, ce qui même m'encourage et ce qui me donne de la joie, je crois que le mot n'est pas trop fort, c'est de voir tous les gens qui font paisiblement, tranquillement, le mieux possible leur métier. Les gens qui élèvent leurs enfants, par exemple. Les gens qui sont en train de refaire notre cuisine et notre salon, c'est pas une plaisanterie, malheureusement c'est vrai, c'est encore vrai.
les gens qui essayent d'éduquer leurs élèves, mais même mes collègues philosophes qui essayent de découvrir un petit peu de vérité, les savants, etc. Les gens qui font un travail silencieux, alors sans parler des chefs d'entreprise et de leurs subordonnés. Hein. Tous ces gens-là, je crois que ils ne se demandent peut-être pas tellement quelle est l'espérance qu'ils ont, mais ils la créent, cette espérance. Ils font qu'on peut justement espérer que les choses ne vont pas se déliter. On a encore une question au 07 67 67 29 56. Comment répondre aux questions de la jeune génération sur une finitude de la Terre? Finalement, peut-être aussi derrière ce mot question, c'est comment répondre aux angoisses aussi de la jeune génération qui se dit que si on n'agit pas maintenant, la Terre, elle continuera d'exister, mais l'humanité, sans doute, sera remise en question. Et c'est ça peut-être la question qui se pose, comment répondre aux angoisses de la jeune génération qui voit cette limite peut-être de la vie possible sur la Terre. Bon, alors là, écoutez, vraiment, c'est une question qui impliquerait chez moi la connaissance de données techniques dont je ne dispose pas. Donc, je ne peux faire vraiment que des réponses très vagues et de principe. C'est tout simplement de dire que si la jeune génération ne fait rien, rien ne se fera. Parce que la vieille est déjà un peu fatiguée. Peut-être la vieille leur a-t-elle légué des problèmes dont elle aurait bien pu peut-être se charger elle-même. Je dois d'ailleurs ajouter à ce propos que moi je suis de 47, donc j'ai 75 ans exactement. Je suis donc un baby boomer, comme on dit, et je ne suis pas très content de ma génération. Je ne suis pas fier de ma génération. Je trouve qu'elle a eu une chance formidable, puisqu'elle est arrivée après la guerre et n'a pas eu à connaître les horreurs qu'ont connues les générations précédentes, et surtout la génération précédente. Elle a la chance, en ce qui concerne la France, d'être un petit peu loin de l'Ukraine, d'être un petit peu loin de l'Arménie, d'être un petit peu loin du Mali, d'être un petit peu loin d'une quantité d'endroits où il se passe des choses vraiment désagréables. Alors moi, je trouve que nous avons eu de la chance et que cette chance, nous ne l'avons pas toujours bien utilisée. Nous n'avons pas toujours bien joué les cartes que la Providence nous avait données. Donc, je crois que nous avons à faire un petit examen de conscience. Et puis, dire aux jeunes, je ne sais pas du tout ce qui va vous donner de l'espoir, mais si vous n'en avez pas, nous sommes fichus. Rémi Braque, oui, ça fait sourire la salle ce que vous venez de nous dire, Rémi Braque. J'ai une toute dernière question parce que vous m'en avez parlé avec une certaine forme d'émotion. On ne doit pas tout réinventer parce que finalement on a l'exemple des saints, de la sainteté. Est-ce que finalement ces exemples-là nous suffisent aujourd'hui ? Bernanos disait très joliment « Nous n'avons pas besoin de réformateurs, nous avons besoin de saints ». Alors qu'est-ce que c'est qu'un saint ? C'est un saint qui montre que ce que l'on croyait jusqu'à présent impossible ne l'est pas, que c'est possible. Vous connaissez la fameuse blague, il y a des gens qui pensaient que c'était impossible, il y a un type qui ne savait pas et donc il l'a fait. Écoutez, le saint, c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui trouve une solution. Alors les saints suffisent-ils ? Oui et non. Et d'abord, on n'en a jamais assez. Et puis, il faut se débarrasser, bien entendu, de l'idée suivant laquelle un saint serait nécessairement sur le calendrier. Des saints, moi, je crois en connaître. Mais ils seront probablement jamais canonisés. D'ailleurs, ils s'en fichent pas mal. Ce qui les intéresse, c'est pas d'être canonisés, c'est de bien faire. Alors oui, l'exemple, puis il faut surtout se débarrasser de l'idée suivant laquelle la sainteté, c'est pour les autres.
Hein. Alors bien entendu, il n'est pas question de s'auto-canoniser soi-même, ça serait déjà profondément ridicule, hein, profondément bouffon. Mais si nous ne nous retroussons pas les manches, personne d'autre ne viendra nous les retrousser. Merci. Donc moi, c'est ça que je voudrais dire tout simplement. Hein. Merci beaucoup Rémi Braque d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Rémi Braque.